Un matin, deux chiffres ont brusquement fracturé le Sahel. Le contraste entre des décennies d'attente diffuse et l'irruption en quelques heures des premiers blindés expose un décalage saisissant. Que signifie vraiment pour vous ce tournant désormais associé à Ibrahim Traoré ? Un basculement bref aux effets durables. L'engagement initial de ce récit repose sur une promesse simple. Éclairer, sans emphase inutile, comment une décision présentée comme technique a déplacé les lignes dans le Sahel. Ce qui est offert au lecteur tient en une dizaine de mots. Comprendre comment un choix souverain peut réellement remodeler une trajectoire nationale. Mais cette clarté s'accompagne d'un risque discret, celui de manquer à l'essentiel lorsque l'on observe la région uniquement à travers des récits institutionnels, souvent éloignés du terrain. Deng Chuil, à mesure que les semaines passent, l'écart entre annonces officielles et effets concrets devient un signal d'alarme pour quiconque suit les dynamiques de sécurité ou de coopération internationale. Mon micro-hook survient alors. Si un État considéré comme fragile peut renverser une logique enracinée depuis des décennies, quelles certitudes des capitales étrangères sont prêtes à vaciller ? La mini-révélation apparaît dès l'ouverture. 2 chiffres suffisent à révéler un écart massif entre des milliards investis et des résultats à peine perceptibles, un contraste qui expose la fatigue d'un modèle ancien. La seconde révélation, immédiate, montre qu'en quelques heures seulement, l'arrivée d'un convoi blindé a produit un impact psychologique plus profond que 20 années d'initiatives internationales, un renversement que beaucoup n'avaient pas anticipé. Today, la chaîne causale devient lisible. Pendant des décennies, la sécurité du Burkina Faso et du Sahel reposait sur un ensemble fragmenté d'aides hétérogènes, de programmes discontinus et de matériel usé. Les villages disparaissaient sous la pression des attaques, tandis que conférences et missions s'accumulaient sans effet tangible. Les budgets se resserraient, les promesses se répétaient, mais la vie quotidienne ne changeait pas. C'est dans ce décor figé qu'une rupture silencieuse s'est glissée. Pas d'annonce solennelle, pas de délégation étrangère, seulement des machines neuves franchissant les portes du ministère. Leur présence incarnait une idée longtemps étouffée, qu'un État sahélien pouvait agir, investir et décider sans attendre l'arbitrage d'un centre extérieur. Les chancelleries de Bruxelles, Paris et Washington ont rapidement perçu que quelque chose se déplaçait. Un pays réputé vulnérable redéfinissait ses marges d'action sans éclat ni confrontation. C'est dans cette brèche que le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à circuler davantage, non comme symbole d'opposition, mais comme point d'articulation entre décision souveraine et transformation opérationnelle. Cette montée en visibilité ne reposait pas sur une narration, mais sur l'observation concrète d'un avant et d'un après. Au cœur de cette dynamique, une question, déjà ouverte en P1, trouve ici un début de réponse. Un basculement devient réel lorsqu'il modifie les capacités plutôt que les discours. Cette différence observable installe la rupture. Une initiative locale, apparemment technique, déclenche une recomposition qui oblige partenaires et analystes à réviser leurs repères. Un officier burkinabé sert ici de fil conducteur pour comprendre la portée concrète de la rupture engagée. Avant l'arrivée du nouveau matériel, il commandait une unité contrainte d'improviser. Véhicules vieillissants, réparés en démontant d'autres carcasses, mobilité dépendante de missions internationales aux délais incertains, opérations pensées comme des négociations logistiques plus que comme des actions planifiées. Chaque déplacement demandait des heures d'attente, d'autorisations successives et de calculs de risque, faute de moyens fiables. Lorsque les premiers VN-22B sont arrivés sur la base de Kaya, le changement n'a pas pris la forme d'un spectacle, mais d'une série de gestes techniques. Calibrer des suspensions modernes, apprendre à utiliser des capteurs inconnus, tester une mobilité redevenue fluide. Les rapports internes mentionnaient des essais répétés, une montée progressive de réactivité et une réduction tangible du temps de réponse. Rien d'explosif, seulement une succession de micro-ruptures cohérentes qui transformaient la capacité réelle d'une équipe habituée à opérer dans la contrainte.
Ces effets précoces se sont ensuite diffusés au reste du dispositif. Les soldats saisissaient que le changement n'était ni symbolique ni provisoire, mais opérationnel. Les communications radio devenaient plus denses, les patrouilles reprenaient des axes abandonnés, et certaines zones jusque-là considérées comme inaccessibles redevenaient observables. Le fil narratif incarné par cet officier montre comment une modification mécanique se transforme en dynamique quotidienne. Une différence de moyens produit une différence d'action, puis une différence de perception au sein des unités. Au terme de cette séquence, la question implicite gagne en netteté. Que vaut un outil si l'usage qu'on en fait ne reconfigure pas le terrain ? La séquence s'ouvre dans un silence volontaire. Aucun communiqué, aucune annonce. Seulement une colonne de véhicules quittant les hangars de Narinco avant l'aube, avançant sur les pistes sèches du Sahel. Ce simple mouvement agit comme un déclencheur. Un État peut décider sans attendre. Les soldats, longtemps habitués aux camions usés, découvrent des systèmes SR5 luisants, porteurs d'une idée restée comprimée pendant des années. À mesure que les roues franchissent les portes du ministère, une chaîne de dépendance forgée au fil du temps commence à se desserrer. Quichua Traoré. La cadence s'accélère lorsqu'apparaissent les premiers essais des VNB. Les pilotes apprennent à manier des suspensions neuves, à gérer des capteurs modernes, à exploiter une réactivité retrouvée. Les rapports internes affluent, montée de capacité, réduction du temps de réponse, amélioration des liaisons radio. Ce ne sont pas des victoires spectaculaires, mais des signaux précis dans une région où les signaux comptent autant que les résultats. Mobugdem dans Den Kautrau. Le point culminant se produit à Kaya. Un exercice conjoint prépare, en urgence, réunit plusieurs unités burkinabées pour tester la capacité nouvelle. Là où il fallait autrefois compter en jours, la réaction se mesure désormais en heures. Le contraste surprend les observateurs autant que les partenaires extérieurs, et l'onde de choc dépasse immédiatement l'exercice. Questions diplomatiques, réévaluation stratégique, notes internes cherchant à comprendre comment une progression jugée improbable devient tangible. Puis vient la Duchamp, diffuse mais profonde. Dans les villages, les habitants remarquent un son différent, celui d'un moteur qui n'annonce plus une présence symbolique mais une capacité réelle. Les marchés hebdomadaires, vidés par l'insécurité, commencent à se reconstituer. Les chancelleries étrangères, de Paris à Washington, relisent leurs indicateurs. L'idée d'une défense sahélienne autonome cesse d'être un slogan. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît plus souvent dans les briefings, indice que la recomposition n'est plus théorique. Le basculement devient pleinement lisible lorsqu'on examine les trois indicateurs structurants selon un schéma baseline delta. Avant la modernisation, les unités burkinabées opéraient dans une configuration contrainte, lenteur décisionnelle, mobilité faible, disponibilité mécanique fragile. Après l'introduction des systèmes SR5 et VN22B, les chiffres révèlent un déplacement mesurable. Et c'est cette différence, plutôt que les discours, qui explique pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré circule désormais dans tant de briefings régionaux, comme une idée suivante, temps de réaction, 72 heures, 18 heures, niveau de référence, 72 heures en moyenne, pour répondre à une alerte majeure dans le Nord. Ce délai provenait d'autorisations fragmentées, d'une logistique imprévisible et de véhicules usés ralentissant chaque déplacement. Delta, 18 heures seulement selon les exercices menés après l'introduction du nouveau matériel. Jiangye, maîtriser le temps revient à changer l'échelle de l'action. Une réduction de 3 jours à moins d'une journée transforme non seulement la capacité opérationnelle, mais aussi l'effet psychologique sur les unités et les habitants. Comme une idée suivante, couverture territoriale, 40%, 63%, niveau de référence. Pendant des années, seuls 40% des zones rurales prioritaires recevaient des patrouilles régulières. Dans de vastes espaces, l'État était absent. Delta. 3 mois après la modernisation, la présence remonte à 63%, seuil jamais atteint depuis une décennie. Guiaigna, la mobilité accrue élargit la zone d'action réelle. Quand l'État réapparaît dans 23% de territoires supplémentaires, même sans victoire totale, la dynamique locale change. Comme une idée suivante, disponibilité du matériel, 48%, 82%. Niveau de référence, seulement 48% des véhicules étaient opérationnels à un instant donné.
freinée par les pannes, le manque de pièces et l'usure. Delta, 82% avec les livraisons récentes et une maintenance simplifiée. Guiagna, un parc fonctionnel crée une régularité institutionnelle. La disponibilité mécanique conditionne la continuité de l'action étatique. Today, la lecture devient cohérente. Ces trois indicateurs ne décrivent pas un triomphe total, mais une structure nouvelle. L'État, autrefois en retrait, redevient visible. Les réactions cessent d'être sporadiques. Elles s'inscrivent dans une cadence maîtrisée. La dépendance logistique se réduit, laissant place à une initiative locale qui modifie les marges d'action. Les ministères réévaluent leurs priorités, les alliances régionales se resserrent et les partenaires extérieurs constatent qu'un pays longtemps perçu comme dépendant gagne en autonomie concrète. Cette progression nourrit aussi la crédibilité d'Ibrahim Traoré, non par héroïsme, mais par cohérence. Les chiffres montrent un alignement entre décisions politiques, matériel disponible et capacité opérationnelle. Dans les discussions régionales, son nom apparaît comme point d'ancrage d'une dynamique plus large que lui, un mouvement où ce qui compte n'est pas la narration, mais la transformation mesurable. Au final, ces trois deltas ne disent pas tout, mais ils établissent un seuil franchi. La mécanique interne retrouve une cohérence, la dynamique régionale s'ajuste, et le Burkina Faso cesse d'être un cas isolé pour devenir une référence de comparaison. Deux lectures opposées émergent lorsqu'on analyse la transformation du Burkina Faso, et chacune mérite d'être exposée loyalement avant d'être confrontée aux données disponibles. La première, défendue par certains analystes extérieurs, affirme que le réalignement stratégique pourrait créer une dépendance nouvelle, simplement déplacée vers un autre partenaire. Selon cette approche, la rapidité du virage risquerait de réduire les marges diplomatiques et de fragiliser certains équilibres internes. Les partisans de cette thèse mettent en avant la nécessité d'un pluralisme d'alliances afin d'éviter tout verrouillage politique ou militaire pouvant, à long terme, limiter l'autonomie d'un État sahélien. Matkak, une seconde lecture, portée par de nombreux observateurs africains, avance l'argument inverse. Le changement ne serait pas une substitution, mais une libération progressive après des décennies d'assistance conditionnelle aux effets limités. Cette perspective rappelle que les programmes antérieurs n'ont ni stabilisé durablement les zones rurales, ni restauré la capacité opérationnelle des forces locales. Explorer une alternative devient alors moins une prise de risque qu'une tentative de réparation structurelle soutenue par une coopération régionale qui répartit davantage la charge sécuritaire. Le Stillman se construit en revenant aux données elles-mêmes. Rien ne montre pour l'instant une perte de marge décisionnelle. La doctrine d'emploi, les choix matériels et l'organisation des exercices proviennent directement de l'état-major burkinabé. Les indicateurs établis, temps de réaction ramené à 18 heures, couverture portée à 63%, disponibilité du matériel à 82%, témoignent d'une consolidation interne plutôt que d'une contrainte. La coordination accrue avec le Mali et le Niger signale aussi une dynamique horizontale, non une dépendance verticale. Dès lors, la critique d'un risque de dépendance reste théoriquement légitime, mais les données observées montrent une autonomisation réelle, augmentation de l'espace de décision, cohérence doctrinale améliorée, capacité d'action renforcée. La question pertinente n'est donc pas de savoir si le pays a changé d'appui, mais s'il a élargi ses marges, et les faits actuels indiquent que oui, en tête de section, une ligne brève suffit. Capacité élargie, portée régionale accrue. La révélation du midpoint tient dans une mutation silencieuse. Une modernisation nationale devient une capacité régionale tangible. À Kaya, lors d'une inspection nocturne, les équipes constatent que les unités burkinabées ne se contentent plus de défendre leur position. Elles peuvent désormais appuyer les forces maliennes en moins d'une demi-journée. Ce détail technique, en apparence mineur, renverse une logique vieille de 20 ans, celle où chaque pays du Sahel opérait isolément, attendant des interventions extérieures souvent tardives. Gökle, ce glissement transforme l'échelle du possible. Les officiers maliens évoquent un corridor de réaction commune, tandis que certains responsables nigériens y voient les prémices d'une doctrine transfrontalière assumée. À Ouagadougou, l'analyse change également. L'État n'agit plus en survivant aux contraintes, mais en acteur capable de redessiner son environnement immédiat au lieu de simplement l'endurer. Dans cette bascule, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme point d'articulation. Son nom,
omniprésent dans les briefings régionaux, relie décisions politiques, montée en capacité et coordination tripartite, rien de spectaculaire, une cohérence. Ce qui commence comme une adaptation interne devient un précédent régional. Ce midpoint marque donc une transition structurelle. Le Burkina Faso ne démontre pas seulement qu'il peut agir pour lui-même, il montre qu'une souveraineté opérationnelle peut s'étendre par capillarité, l'entoit d'un pays à l'autre et recomposer un espace longtemps fragmenté. Les effets du basculement burkinabé ne se lisent pas seulement dans les arsenaux ou les notes diplomatiques. Hollande toit 4 groupes clés, population rurale, acteurs économiques, institutions nationales et partenaires régionaux. Moinom, Camien un fragment différent de la transformation, Taonen une mosaïque cohérente. Comme une idée suivante, population rurale dans le nord et l'est, la modification la plus visible tient au retour progressif de l'État. Les patrouilles redeviennent régulières, appuyées par des véhicules fiables et des communications stabilisées. Les marchés hebdomadaires, presque désertés, se reforment timidement, signe d'une confiance prudente. Certains ménages réoccupent des parcelles abandonnées depuis des années. Mot-phrase revient dans les témoignages. Ce n'est pas la fin de la peur, mais la fin de l'attente. Ce retour même fragile est perçu comme une amélioration que les programmes internationaux n'avaient pas su inscrire dans la durée. Comme une idée suivante, acteurs économiques locaux. Les petites entreprises, transporteurs et coopératives agricoles ressentent immédiatement les effets de la circulation rétablie. Moins de jours d'interruption, moins de détours forcés, moins de pertes logistiques. Certains routiers rouvrent des itinéraires fermés depuis des années, pendant que de nouveaux ateliers mécaniques émergent pour entretenir le matériel récent. Cette microéconomie renaissante n'est pas encore une croissance solide, elle marque la reprise d'un cycle interrompu, une fluidité minimale qui redonne des marges vitales. Comme une idée suivante, institutions nationales, la réduction du temps de réaction, la disponibilité du matériel et la couverture territoriale élargie modifient profondément la planification interne. Les décisions n'attendent plus systématiquement un arbitrage extérieur. Les cadres administratifs, autrefois limités à des tâches de transmission, participant désormais à la conception des opérations et des exercices régionaux. Cette montée en capacité institutionnelle renforce indirectement la position d'Ibrahim Traoré, perçu comme garant d'une cohérence entre doctrine, matériel et action étatique. La machine administrative retrouve une continuité qui lui manquait. Comme une idée suivante, partenaires régionaux pour le Mali, le Niger et d'autres États sahéliens, l'expérience burkinabé devient un argument concret en faveur d'une défense autonome réalisable. Les réunions tripartites se multiplient, les doctrines convergent et des scénarios d'assistance mutuelle émergent. Dans certaines capitales, l'effet psychologique dépasse l'effet militaire. Si un pays jugé vulnérable peut évoluer aussi vite, la région entière peut envisager une recomposition indépendante des structures extérieures. Cette dynamique transforme une décision nationale en point d'appui régional. Au total, ces 4 couches montrent une transformation à vitesse différente, une convergente. Chaque groupe perçoit un changement localisé, et l'ensemble compose une trajectoire cohérente où le Burkina Faso cesse d'être une exception et devient une référence régionale. En poursuivant la réflexion, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent rien, elles décrivent des marges d'évolution fondées sur les tendances déjà observées depuis l'arrivée des premiers convois. Moi, scénario repose sur un enchaînement logique, non sur une projection spéculative. En poursuivant la réflexion, tronque cette trajectoire, les capacités continuent de s'améliorer sans bond spectaculaire. Les opérations conjointes avec le Mali et le Niger deviennent plus régulières, mais restent concentrées sur les zones prioritaires. Les indicateurs clés, temps de réaction, couverture territoriale, disponibilité du matériel, progressent légèrement grâce à une logistique mieux organisée. Les partenaires extérieurs adoptent une attitude prudente. Aucune opposition frontale, aucun soutien massif. Les populations ressentent une stabilisation partielle dans les régions où l'État est déjà revenu. Ce scénario suppose une continuité institutionnelle, un niveau de coordination stable et l'absence de choc politique majeur. En poursuivant la réflexion, la dynamique tripartite se renforce,
Les mécanismes de partage d'informations s'uniformisent et les corridors transfrontaliers se sécurisent. Des programmes de formation intégrés voient le jour, les infrastructures légères se réactivent et les opérations coordonnées deviennent routine. Grâce à son avance relative, le Burkina Faso prend un rôle de nœud technique plutôt que simple bénéficiaire. Les populations observent davantage de zones réinvesties, une fluidité économique accrue et un climat de confiance plus stable. Ce scénario exige une cohésion politique forte entre les États sahéliens et une continuité logistique sans rupture. En poursuivant la réflexion, dans cette hypothèse, les pressions extérieures ou internes ralentissent la montée en capacité. La coordination régionale devient irrégulière, certaines zones redeviennent difficiles à contrôler, un scepticisme progressif réapparaît dans les communautés locales. Les opérations conjointes s'espacent, les gains territoriaux stagnent et une forme d'inertie institutionnelle se réinstalle. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais un ralentissement qui diluerait l'élan initial et fatiguerait la dynamique émergente. En poursuivant la réflexion, la clé n'est pas de choisir un scénario, ni de suivre la même règle que l'analyse opérationnelle. Si X entraîne Y, la stabilité dépend de la capacité à maintenir X dans le temps. Autrement dit, ce n'est pas la vitesse du changement qui compte, mais sa régularité. La portée du basculement burkinabé ne se mesure pas de manière uniforme. Chaque lecteur, selon son expérience, son environnement et ses attentes, y projette une lecture différente. 3 groupes principaux se dégagent, chacun éclairant une facette du même processus. Comme une idée suivante, ceux qui observent les dynamiques globales pour les lecteurs attentifs aux recompositions géopolitiques, le cas burkinabé illustre une mutation discrète mais profonde. Ils y voient un exemple concret de la manière dont des États longtemps considérés comme périphériques redessinent leur marge de manœuvre sans passer par les circuits habituels. Ce public retient la rapidité du basculement, l'effet d'entraînement régional et le fait que plusieurs capitales étrangères doivent désormais ajuster leurs analyses. Le Burkina Faso devient un indicateur, un test de robustesse pour des certitudes diplomatiques jusque-là tenues pour acquises. Comme une idée suivante, ceux qui vivent l'insécurité ou l'absence d'État. Pour les lecteurs qui ont connu la précarité, les déplacements dangereux ou les zones vidées de services, ce récit parle d'abord de vécu. Ils comprennent immédiatement le poids psychologique d'un retour de patrouille, l'importance d'un marché qui se rouvre ou d'un axe routier redevenu praticable. La transformation n'est pas pour eux une question de doctrine, c'est la possibilité de respirer à nouveau après des années d'usure. Cette lecture ancre le changement dans l'expérience intime plutôt que dans l'analyse technique. Comme une idée suivante, ceux qui scrutent les mécanismes institutionnels, les lecteurs focalisés sur les rouages administratifs et décisionnels voient dans cette trajectoire un laboratoire de transformation interne. Ils observent comment une décision militaire déclenche une recomposition de la planification, influence la diplomatie régionale et redéfinit le rôle des ministères. Ils notent aussi les risques, équilibre fragile entre autonomie et stabilité, gestion d'une capacité nouvelle, continuité doctrinale dans un environnement changeant. Dans leur regard, le Burkina Faso devient un cas d'étude sur la manière dont un État peut reconstruire ses mécanismes sans dépendre entièrement de structures extérieures. Ces 3 angles convergent finalement vers une même interrogation. Comment un pays transforme-t-il son avenir en modifiant ce qu'il fait et pas seulement ce qu'il dit ? Transformer un moment de bascule en trajectoire durable exige une méthode, un calendrier et des critères d'évaluation précis. La feuille de route qui se dessine dans les discussions internes s'organise autour de 5 étapes successives, chacune associée à un acteur responsable, à une action définie et à un indicateur mesurable. Cette structuration reflète une cohérence recherchée par les équipes qui accompagnent la dynamique enclenchée sous Ibrahim Traoré, où la souveraineté opérationnelle repose moins sur les annonces que sur la continuité. Comme une idée suivante, uniformiser la mécanique. Fiabilité avant tout, qui ? Les équipes logistiques nationales. Quoi ? Harmoniser les protocoles de diagnostic, de réparation et de suivi des véhicules. Mesure ? Pourcentage hebdomadaire de matériel réellement opérationnel. Une mécanique stable constitue la fondation. Sans disponibilité régulière,
aucune planification ne peut tenir dans le temps, comme une idée se suivante, ancrer la coopération tripartite, régularité plutôt qu'ad hoc qui. Les étapes majeures du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Quoi? Établir un calendrier commun d'exercice et une grille d'échange d'informations. Mesure: nombre d'opérations synchronisées, respectant les délais fixés. La coordination cesse alors d'être exceptionnelle, elle devient structurelle. Comme une idée suivante, sécuriser 3 axes stratégiques, reconnecter les territoires, qui? Les commandements territoriaux. Quoi? Assurer la sécurisation d'axes permettant le retour des infrastructures civiles. Mesure: fréquence des patrouilles et réouverture progressive des marchés locaux. Comme une idée suivante, développer des cellules d'analyse internes, pensées par soi-même, qui? Les ministères sectoriels. Quoi? Produire des plans opérationnels sans dépendance méthodologique extérieure. Mesure: nombre de plans validés localement. Comme une idée suivante, stabiliser le lien avec les populations, réduire les rumeurs, qui? Les administrations communautaires. Quoi? Entretenir une communication régulière et vérifiable. Mesure: taux de participation aux réunions locales. Cette feuille de route n'est pas une ambition abstraite. Elle vise à convertir une transformation initiée sous Ibrahim Traoré en dynamique durable, mesurable et transmissible. Le fil narratif revient à une image fondatrice, celle des premiers soldats observant, en silence, les véhicules flambant neufs alignés à la périphérie de Ouagadougou. Ils ne célèbrent pas, ils évaluent. Leur regard mesurait alors une possibilité encore fragile, celle d'un État capable d'agir par lui-même. Aujourd'hui, cette scène se transforme. Dans les bases du Nord, les mêmes hommes se tiennent devant des cartes élargies, non pour attendre des ordres extérieurs, mais pour planifier avec leurs homologues maliens et nigériens. Ce déplacement discret marque l'effet profond de la dynamique enclenchée sous Ibrahim Traoré. Ce motif du soldat qui regarde avant d'agir structure tout le récit. Il illustre une souveraineté calme, une capacité à décider sans fracas et à transformer cette décision en continuité. Today, la transition n'apparaît plus comme une rupture isolée, mais comme une maturation. Le Burkina Faso ne cherche pas à aller plus vite que nécessaire. Il cherche à aller avec cohérence. La phrase qui s'impose, simple et sèche, tient en 10 mots. Une souveraineté appliquée change plus que des promesses accumulées. Le récit se referme sans éclat, fidèle à la tonalité du basculement qu'il décrit. Les transformations du Burkina Faso s'enracinent moins dans le spectaculaire que dans une succession de décisions sobres, assumées, parfois silencieuses. Elles rappellent que les trajectoires collectives se construisent rarement par des gestes isolés. Elles naissent d'une continuité, d'une volonté de stabiliser un espace longtemps fragmenté. Dans cette perspective, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point de cohérence plutôt qu'un centre de gravité. Son nom apparaît lorsque décision, capacité et retenue s'alignent, ni plus ni moins. Ce qui importe n'est pas de prendre parti, ni de comprendre comment un État gagne en autonomie par ses actes. Le débat public gagne à rester ouvert. Chacun peut contribuer en observant, en questionnant, en évitant les récits simplifiés. La dynamique sahélienne en cours n'est ni un modèle à imiter aveuglément, ni une exception à écarter. Elle constitue un point de départ pour réfléchir à ce que peuvent devenir les choix souverains lorsqu'ils sont appliqués avec constance. Alors, une question demeure, simple mais exigeante. Quelle trajectoire considérerait-on possible si l'on regardait l'action plutôt que l'intention ?